Donc, je vous propose de commencer notre séance du Conseil communal. Donc, avant tout, je voudrais excuser notre bourgmestre qui a un petit problème de santé. Et Jean-Paul Colson qui est retenu pour ses obligations professionnelles. Et Christophe Renori qui est à l'étranger. Voilà. Donc ici, nous avons le rapport du personnel, donc l'information conseil, rapport du personnel, je pense que vous l'avez vu. Et c'était pour informer aussi le conseil de la redevance sur les stages et droits de place au marché qui sont revenus approuvés. Sans remarque. Donc, voilà. Alors, point 1, interpellation citoyenne relative au transport à l'occasion des sorties pédagogiques dans les écoles communales de CE1 et 2, au report du conseil du 28 septembre 2023. Donc ici, je vais donner la parole à Madame Mathius. Donc vous avez un temps de parole de 10 minutes, et puis on vous répondra, et puis vous aurez encore 2 minutes supplémentaires pour pouvoir vous exprimer. Donc voilà. Merci. J'aimerais bien. Oui. Ça va si je reste ici? Comme vous voulez. Non, si vous voulez, je peux mettre. Comme ça, vous voyez. Donc, en fait, le principe et le but de cette demande de WebVox, c'est surtout d'essayer de trouver des solutions, ou au moins une idée de solution, parce que, voilà, avec la direction, je n'ai pas trouvé de solution ni de langage commun, on va dire, à ce moment-là. Donc, pour vous expliquer, j'ai 3 enfants qui vont à l'école CM1. Ils sont en maternelle et en primaire, donc pendant encore un bout de temps. Et il y a beaucoup de sorties, beaucoup d'organisation de différentes activités, ce qui est très bien en soi. Ce n'est pas du tout le problème ici. Mais le souci est que l'organisation de ces activités s'arrête à l'activité elle-même. Il n'y a jamais d'organisation de déplacement. Comment on fait pour arriver à l'activité? Comment on fait pour arriver à cette sortie? Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, on demande aux parents de le faire. Et quand on dit aux parents, c'est demander aux parents t'as mieux d'une journée de travail habituel, parce qu'on travaille presque tous. Et donc, c'est très compliqué pour nous, en tout cas pour notre famille, mais je connais un tas d'autres gens dans la même situation, d'y arriver à conduire les enfants à l'heure à cette activité. Donc, et lorsqu'on interpelle la direction par rapport à ceci, leur solution c'est du covoiturage. Très bien, moi en soi, ça peut être une solution comme une autre. Mais le problème, encore une fois, c'est que ce covoiturage, il est organisé par qui? De nouveau, par les parents. Donc on doit à chaque fois essayer de trouver, ah oui, donc la maman de cet enfant-là va certainement la conduire, donc je vais lui demander, mais non, il faut que je calcule le nombre de places. Ce n'est jamais quelqu'un qui organise, qui centralise ces informations. Et donc, il se peut qu'on passe une soirée à se téléphoner, à parler par Messenger, parce qu'on a évidemment des groupes de parents, à essayer de trouver mais comment est-ce qu'on va pouvoir conduire nos enfants. Et à chaque fois que ceci est soulevé de nouveau au niveau de la direction, le problème est toujours le même. Et évidemment, le taux monte, et à un moment donné, ça s'arrête. Voilà, il n'y a pas de solution. Et la solution du bus scolaire ou d'un car est d'office rejeté. Rejeté pourquoi? Parce que l'argument de l'argent est toujours avancé. En fait. On nous dit toujours, mais non, l'école doit être gratuite, on ne peut pas demander aux parents de payer un car. Et je suis désolée, mais pour moi, une matinée de congé que je dois prendre à mon travail a un coût. Et en fait, si on calcule, si vous calculez tous, ce coût-là, il dépassera peut-être de loin le prix d'un car que vous allez louer pour 2 classes. Et qu'au final, si on normalise le prix du car par le nombre d'enfants qui vont le prendre, eh bien, évidemment, on va y gagner en fait au final. Plutôt que d'obliger chaque parent de prendre le congé, d'utiliser sa voiture, d'aller conduire les enfants, et parfois on nous demande de conduire l'enfant à un endroit, et puis ses bagages à un autre endroit 1 heure ou 2 heures plus tard, ça c'est aussi très drôle. Et donc au final,
je trouve que ça, ce n'est pas une bonne réponse, en fait, de dire non le prix. Et alors, lorsqu'on donne ceci comme argument à la direction, l'étape d'après, c'est mais c'est très bien, alors vous laissez votre enfant à l'école. Mais ça aussi, ce n'est pas acceptable. Ça, c'est complètement isoler un enfant de l'activité de toute une classe, de l'activité culturelle ou d'un apprentissage quelconque. Ça, ce n'est pas acceptable non plus. Et donc, en fait, on se retrouve, ben voilà. Moi, sur ma position, non, je ne veux pas passer ma vie à essayer d'organiser un covoiturage. Et la direction où c'est non, on ne peut pas louer un car, si ça ne vous plaît pas, vous laissez les enfants à l'école et on essaiera de les mettre dans une classe ou une autre, on s'en occupera. Mais ça, ce n'est pas acceptable. Et donc, en fait, disons que c'est un dialogue complètement rompu avec les directions à ce niveau-là. Donc, je me demandais quelles étaient les solutions possibles pour pouvoir pallier à ce problème. Parce que non seulement on a tous les parents qui sont obligés de prendre une demi-journée de congé, voire une journée entière, parce que quand il faut aller rechercher un, puis l'autre. Voilà, dernièrement, les enfants sont venus d'une classe de mer, il fallait aller les chercher à la gare de Guillemins à 15h. Voilà, à 15h à la gare de Guillemins, c'est compliqué. On devait aller chercher les enfants et ensuite aller chercher les bagages de nouveau à Sèvres. Mais un peu plus tard, sans avoir même une heure précise, et donc c'est une complication absolue de courir tout le temps et d'essayer tout le temps de trouver une solution de comment je vais pouvoir. Ah oui, mes enfants, mes grands-parents peuvent aller les rechercher, très bien, mais ils ne peuvent pas remonter à Sèvres. Qu'est-ce que je fais avec les valises? Ils restent là toute la semaine. Ah non, ça ne va pas non plus. Donc c'est très compliqué. Sans parler de l'impact, évidemment, tout ce qui est écologique, parce que vous déplacez les parents de deux classes, souvent parce qu'ils vont en CEP1 et CEP2 ensemble en activité, vous déplacez les parents de deux classes avec leur voiture individuelle, alors qu'un car, ben, c'est évidemment écologiquement parlant, voilà, on y gagne, et en plus l'encombrement de route, on ne va pas en parler. Et un autre point très important pour moi, bien le covoiturage, je veux bien confier mon enfant à quelqu'un que je connais, mais je ne les connais pas tous, je ne sais pas, je ne connais pas ces parents-là, je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas s'il y a une maman qui revient d'une garde de nuit et qui est complètement fatiguée et qui va encore conduire des enfants pendant 1h30. Comment voulez-vous que je confie mon enfant à quelqu'un? Et à ce niveau-là, ce que les parents ne savent pas, la plupart, parce que moi par exemple je ne le savais pas, c'est qu'en cas d'accident ou de quelconque pépin qui va arriver, le problème, c'est que c'est la responsabilité du parent qui conduit les enfants qui est engagée. Ce n'est plus du tout la responsabilité de l'école, ni l'assurance de l'école, ni quoi que ce soit. Et ça, la plupart des parents ne sont pas au courant. Ils sont vraiment étonnés parce que, bon, là, je parle quand même avec quelques-uns, je ne les connais pas tous, mais j'en parle. Et effectivement, c'est un frein important. Comment est-ce que vous voulez obliger un parent, déjà qui a passé une nuit à s'organiser, à en plus être responsable en cas de pépin? Enfin, ça aussi, c'est complètement ridicule en fait. Donc voilà. Et donc ma question c'est, est-ce qu'on pourrait, d'une façon ou d'une autre, peut-être pas obligé, le mot est trop fort, mais demander à la direction de l'école au moins de consulter les parents sur le moyen de locomotion, première chose. Deuxième chose, prévoir ce moyen de locomotion dans l'organisation d'une activité. Et troisième chose, est-ce qu'au niveau de la commune, quelque chose peut être fait? Est-ce qu'il y a des cars, peut-être communaux, j'en sais rien en fait, ce qui pourrait être fait. Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des moyens de déplacement plus faciles? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça la situation. Donc si quelque chose n'est pas clair, je peux toujours répondre. Combien d'activités l'année? Globalement, ils font une grosse sortie, enfin une grosse activité avec des nuitées. Et ensuite, ils font, je ne sais pas moi, 3-4 petites activités d'une journée, une excursion ou des choses comme ça. Et tous les parents seraient d'accord de participer au paiement d'un car? Ah mais moi, oui. Moi, en tout cas, oui, je ne peux pas parler pour tous les parents. Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir une consultation aussi des parents. Je pense qu'on ne peut pas prendre la parole en tant que conseiller, mais nous les conseillers, le collège. Mais justement, on va te faire la remarque. Donc voilà. Merci Madame Mathéus. Donc,
par rapport aux sorties scolaires et les classes de dépaysement, donc c'est quelque chose quand même, un enrichissement pour nos élèves, on est bien d'accord, c'est quelque chose de bien et de fondamental. Donc je sais que tous ces transports-là ont un coût, comme vous venez de le souligner, par rapport aux activités que les parents travaillent, et forcément, ils doivent prendre congé, comme vous venez de nous le dire. Mais ce n'est pas la portée de tout le monde non plus. Il y a certains parents, par exemple, si on doit demander pour avoir un bus, un car, il y a un coût pour tout ça. Vous venez de le souligner aussi, on vous a remis plusieurs fois cette réponse-là par rapport au coût. Donc il y a des parents qui, malheureusement, je ne connais pas la situation financière de tout le monde, et ce n'est pas mes affaires, mais par rapport, et on sait très bien qu'il y a des parents qui sont plus difficiles que d'autres. Donc, nous, on entend bien ce que vous vouliez dire. Et par rapport à ça, il y a des déplacements à pied quand c'est possible, on le fait. Il y a des déplacements avec des cars, des bus scolaires du service public. Quand c'est possible, on le fait, mais ils ne desservent pas non plus partout. Et organiser le covoiturage, c'est vrai que ça demande une organisation, c'est interpeller les parents, demander. Mais voilà, moi je pense aussi qu'il ne faut pas diaboliser la chose. Les parents, voilà, celui qui conduit son véhicule, forcément, si un jour je prends dans mon véhicule, civilement, je suis responsable. En cas d'accident, je suis responsable civilement, ça c'est connu. Donc je pense que tous les conducteurs doivent le savoir quand même quand ils prennent quelqu'un dans leur véhicule, qu'ils sont civilement responsables. Et je pense aussi que nos enseignants, sont des personnes qui savent prendre leurs responsabilités. Il ne faut pas maintenant plus s'ils voient qu'il y a un danger potentiel s'ils doivent mettre des enfants dans un véhicule. Je pense sincèrement que ça ne se fera pas. Alors, acheter un car par rapport à la commune, un car communal, tout ça c'est un coût aussi pour la commune. Donc, qui dit un car communal dit au minimum 2 chauffeurs. Et c'est même pas essayer de rentabiliser un car, c'est vraiment coûteux. Et il y a l'entretien qui va avec, il y a tout ce qui sort ensuite qui va avec. Forcément, si on achète ça, et ça demandera encore, je veux dire, un effort financier au niveau de la commune. Et voilà, je pense que c'est pas d'actualité. Et donc, la communication avec les directions, donc, comme vous venez nous le demander, ça, nous pourrons voir ça avec les sphères de l'enseignement quand il sera revenu, qui est malheureusement à l'étranger. Donc, voilà, si il y a des choses à améliorer, si on peut améliorer certaines choses, on le fera, donc en concertation avec les directions, évidemment. Mais votre interpellation attire toute notre attention. Bon, voilà. Non, j'avais éventuellement, dans votre intervention, j'entendais que vous souligniez, oui, on parlait d'aspect coût, aspect problème de prendre congé, mais je pense que plusieurs fois, c'est surtout revenu le fait de s'organiser. Vous avez dit que ça prend des soirées, beaucoup pour s'organiser. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à creuser pour rendre l'organisation plus pratique, sans nécessairement supprimer le covoiturage, mais de trouver un moyen d'organisation. Et je pense qu'on peut faire, c'est voir avec notre direction d'école aussi, pour anticiper au mieux l'information sur les sorties. Voilà, que les choses soient bien prévues suffisamment tôt. Je pense que c'est quelque chose qui aiderait aussi à ce que ce soit moins lourd à gérer. Voilà, j'utilise lourd pour reprendre un résumé de vos propos. Voilà ce que Bon, voilà, vous avez la parole, vous avez 2 minutes. Oui, merci. J'aimerais bien juste revenir sur ce que vous avez dit par rapport aux enseignants qui, s'ils voient qu'il y a un danger, ne mettent pas les enfants dans la voiture. C'est tout à fait faux. Les enseignants, la plupart du temps, ne sont même pas là. Les parents se retrouvent sur le parking et les enseignants sont à un point de rendez-vous et c'est débrouillez-vous. Donc ça, c'est clairement, ce n'est absolument pas correct ce que vous avez dit. Première chose. Deuxième chose, oui, clairement, la communication avec la direction doit être améliorée, mais j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être mes interventions un peu répétées, surtout l'année passée, qui font que moi, personnellement, le dialogue est rompu. Donc j'aimerais bien passer par quelqu'un d'autre pour faire réagir la direction. Et donc, du coup, le pouvoir organisateur, comme c'est vous, donc
C'est pour ça que je m'adresse ici également. Oui, l'organisation doit être faite en avance. Très souvent, on reçoit le lundi le petit papier à compléter. Veuillez autoriser votre enfant à sortir et il faut le conduire à 10h du matin à un tel endroit. Pour le mercredi, voilà, ça c'est complètement aberrant, honnêtement. En tout cas, un parent qui travaille, mon mari étant enseignant, lui, il ne peut pas prendre congé, en fait, c'est très simple. Et je ne peux pas prendre congé quand je veux non plus, et puis je ne veux pas gaspiller non plus de congés qui sont très limités, comme tout le monde, à ce niveau-là. Donc oui, l'organisation, mais ça doit être remonté à la direction. Et visiblement, moi, j'y arrive pas. je me heurte à un mur à ce niveau-là. Il n'y a pas de communication dans ce sens-là. Donc si effectivement vous vouliez faire la communication et vraiment insister sur le principe de organiser, et qu'une organisation d'une activité, ça comprend également les trajets, et que c'est les enseignants qui organisent, qui sont les personnes les mieux placées pour centraliser toutes les demandes des gens qui savent ou qui ne savent pas conduire, et c'est pas aux parents de s'organiser à la dernière minute. Ça, ce serait déjà un très bon point. En ce qui concerne un car, je ne suggérais pas d'acheter un car, j'imagine bien le prix absolument faramineux que ça doit coûter. Je me demandais s'il en existait un déjà à la commune. C'était plus ça ma question. Je n'aurais absolument pas bien. Voilà, merci. Je vous confirme, il n'y a pas de car à Blény, malheureusement. Voilà. Non, mais je vous remercie. Donc, nous allons reprendre la séance. Donc, procès verbal de la séance du 28 septembre 2023. Est-ce que... Il y a une question? Moyennant la petite correction qui avait été signalée. Moyennant la petite correction qui avait été signalée en arrêt de réflexion, il n'y a pas de difficulté. Merci. Qui est pour? Merci. Alors, point 3. Taux de couverture du co-vérité. Budget 2024. Donc là, je vais passer la parole à notre échevin de l'environnement. Merci, Président. Donc, je vais peut-être faire un commentaire sur les points 3, 4, 5, vu que c'est le package taxe sur les déchets. Donc, le point 3, c'est le taux de couverture. Donc petit rappel pour tout le monde. On est sur le principe d'abord du coût vérité. Donc, on pratique on doit exposer le coût réellement à payer pour l'évacuation des déchets. Et le principe du pollueur-payeur, c'est les deux principes à mettre en application. Le principe, c'est donc que la commune, pour évacuer les déchets de l'ensemble de la population, expose à certains coûts, donc principalement la facture Atradel, plus toute une série de coûts satellites qui viennent s'ajouter, donc ça fait une ardoise totale à payer. Et le principe du coût vérité nous oblige à couvrir cette dépense par une rentrée équivalente au travers des différentes sommes perçues sur la collecte des déchets. Donc c'est ce qu'on appelle le taux de couverture, c'est la manière dont les rentrées couvrent les dépenses. Et ce taux de couverture, il doit être compris entre 95 et 110%. C'est-à-dire qu'on a le choix de couvrir un peu en dessous, c'est-à-dire qu'il y a une partie alors qui serait à combler par l'argent de la collectivité, ou couvrir un peu plus, c'est-à-dire que l'argent des taxes qui rentrent dépasse un peu la somme à payer, donc il y a un petit boni qui est sur le budget communal. Ici, le choix qui est fait est la proposition du point 3. Le collège vous propose donc un taux de couverture de 100%, c'est-à-dire que la balance est équilibrée, les dépenses et les rentrées sont au même niveau. Donc ça, c'est pour le point 3, c'est le coût vérité. Ensuite, on a le point 4 qui... on peut voter les points après, je suppose. Le point 4, c'est la taxe communale à proprement parler. Donc, au niveau de la taxe communale, la proposition ici qui est faite et qui est dans la lignée des propositions faites les 3 années précédentes, c'est de continuer, comme nous nous étions engagés, à diminuer la taxe socle de 5 €.
Donc maintenant c'est la 4e année, donc ça fait moins 20 € sur 4 ans sur la taxe socle. Donc la taxe socle, c'est ce que tous les Blenitois payent pour l'évacuation des déchets. Et dans cette taxe socle, ça couvre un certain nombre de levées des containers, 30, et un certain nombre de kilos de déchets verts et de déchets gris. Donc 30 kilos de déchets organiques et 50 kilos de déchets gris. Donc avec cette taxe socle, on couvre ça. Maintenant, lorsqu'on dépasse la taxe socle, il y a une taxe variable qui est payée par les personnes qui déposent plus de déchets que ce qui est compris dans la taxe socle. Et cette taxe variable, donc elle est payée au nombre de levées. Donc si on fait plus de 30 levées, à partir de la 31e, on paye 1 € par levée. Et au niveau des kilos, si on dépasse, il y a un prix au kilo à payer. Donc le prix au kilo, pour le kilo gris, pour l'année 2024, ce sera de 0,69 €. Et pour le kilo vert, 0,10. Donc ça c'est le montant de la taxe, donc c'est l'essentiel du point 4. L'ensemble des autres conditions relatives à la perception de la taxe n'ont pas changé. Bien entendu, il faut souligner que l'ensemble des exonérations, des réductions qui sont prévues pour toutes les personnes plus vulnérables sont maintenues. Donc il y a toute une série de mesures qui sont reprises et tout ce qui était en vigueur le reste. Je ne vous détaille pas l'ensemble des mesures, mais si vous avez des questions, on peut venir dessus. Le 4.2, c'est la même taxe, mais donc, comme il y a certains ménages qui ne savent pas être desservis par la levée des containers, il y a un système de sac. Donc il y a un règlement aussi qui explique comment fonctionne le sac et qui fixe le prix des sacs. Et le prix des sacs ne change pas pour l'année 2024. Et enfin, le point 5, c'est le règlement pour les primes, puisqu'il y a une série de primes qui sont octroyées. Une prime de 25 € sous forme donc de chèque commerce et qui est destinée aux ménages dont les membres sont âgés de plus de 70 ans, aux enfants de moins de 3 ans, notamment aux familles nombreuses, aux personnes incontinentes utilisatrices de lange. Voilà, il y a une série de personnes, pas mal d'ailleurs, qui bénéficient, et c'est très bien comme ça, de cette prime de 25 €. Donc voilà ce que je peux dire pour l'ensemble des points 3, 4.1, 4.2 et 5. Vous avez des questions? Vas-y. Merci pour ces explications. J'avais aussi l'intention de combiner le point 4 à tout le moins, le point 3 à tout le moins avec le point 4.1, puisqu'ils sont de toute façon liés, puisque le coût vérité dépend de ce que vous avez mis dans la taxe socle et au niveau des kilos supplémentaires. Le taux de couverture. Oui, le taux de couverture. Donc voilà, par rapport à l'intervention que je voulais vous faire, j'ai un peu relu mes notes du conseil communal du 20 octobre 2022, donc de l'année dernière, et je pense que je pourrais faire un parfait copier-coller de ce que je vous avais expliqué il y a un an. Souvenez-vous, je vous exprimais un petit peu mes craintes concernant une augmentation du prix des kilos supplémentaires qui passait alors de 0,42 en 2022 à 0,62 pour l'année 2023. Aujourd'hui, certes, vous proposez bien une réduction de 5 € par rapport à la taxe socle, mais vous augmentez à nouveau, évidemment, le prix du kilo supplémentaire pour les déchets ménagers, puisqu'on passe, comme tu viens de le dire, de ce 0,62 à 0,69. Alors, petit rappel de chiffres. Depuis les dernières élections, le prix du kilo supplémentaire est passé donc de 0,25 centimes en 2019 à maintenant 0,69 pour 2024. Donc c'est une augmentation quand même relativement importante sur cette législature. Parallèlement à cela, le nombre des kilos qui figurent effectivement dans la base forfaitaire, qui est payée par la taxe, a diminué sur cette législature, puisque en 2019, on est passé de 55 kg à 50 kg pour les déchets ménagers et de 35 à 30 kg pour les organiques. L'an passé, je vous expliquais, en faisant les petits calculs, que 67% de la population était touchée par cette refacturation de kilos supplémentaires. Cette année encore, pour l'année 2022, j'ai fait le petit calcul, sur le nombre de ménages, j'ai retiré ceux qui étaient
touchés par les taxes, les sacs poubelles, et donc certainement qui ne sont pas touchés évidemment par les containers. Et donc par conséquent, j'arrive au même chiffre de 67% de la population qui est encore impactée par cette hausse et cette refacturation. Alors, on peut vous rejoindre sur le principe de pollueur-payeur, hein, bien sûr, on peut vous rejoindre sur cette question, mais nous restons interpellés par rapport au fait que 67% de la population est considérée comme un gros pollueur. Hein, en gros, c'est ça que ça veut dire. Alors que dans les 67% des ménages qui sont impactés par cette hausse de kilos supplémentaires, du prix des kilos supplémentaires, il y en a qui trient parfaitement bien. Il y en a qui trient parfaitement bien et qui se retrouvent encore une fois avec une hausse de taxes. Alors, selon les chiffres disponibles à ce jour, donc moi j'ai eu le nombre de kilos qui avaient été refacturés à la commune, enfin à la commune, on s'entend, hein, aux ménages bénitois. Je n'ai eu que ceux de 2021 parce que nous n'avons pas réussi à avoir ceux de 2022 avant le Conseil. C'est 475 000 kilos qui ont été refacturés pour l'année 2021. Donc 475 000 kilos supplémentaires. Alors si j'applique, en partant d'une base connue, si j'applique l'augmentation que vous faites à 0,69 par rapport à l'année dernière, eh bien la commune fait un gain de 23 250 €. De cela, j'ai déjà déduit les 10 500 € que représente le coût de la diminution des 5 € de la taxe. Donc, ce que je vous disais l'année dernière, qui était la crainte de vous dire, ce que vous donnez d'une main, à savoir la réduction de 5 €, vous le reprenez de l'autre avec l'augmentation des kilos supplémentaires, se démontre par les chiffres, puisqu'effectivement, la commune fait un gain, donc c'est presque, j'ai envie de dire, une taxe déguisée en réalité, puisque vous avez un gain sur cette augmentation des kilos. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle nous allons formuler un amendement pour le point 4.1. L'amendement veut que nous restions à 0,62 pour l'année 2024, au niveau des kilos supplémentaires. Alors, ça aura évidemment un incident sur le coût vérité, bien entendu, hein, mais comme on peut aller jusqu'à 110%, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Voilà, c'est la proposition de nos deux groupes. Merci. Donc votre proposition, je vais répondre à tes arguments. Donc votre proposition, c'est de rester à 0,62, donc c'est pas d'aller vers les 110%, c'est de sous-couvrir, et donc tu descends à 97% ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça. À mon avis, si je peux me permettre, à mon avis, 25 000 € de différence par rapport au coût total, ça ne va pas descendre à 97, on va être à 99,5. Ok. J'aime pas trop entendre les mots de bénéfice pour la commune quand on parle de taxe déchets, puisque on est dans un principe du coût-vérité. À partir du moment où on couvre à 100%, on récolte en taxe ce qu'on rend en coût de fonctionnement. Donc c'est mathématiquement impossible de dégager ce que vous appelez un bénéfice. Ça ne peut pas s'appeler comme ça. Je ne sais pas ce que vous avez exactement calculé, mais ce n'est pas bénéfice pour la commune. Combien coûte un kilo supplémentaire chez Atradel? Mais c'est pas le prix du coût chez Atradel supplémentaire qui compte. La facture d'Atradel, elle est ce qu'elle est, et elle est payée avec ce qu'on récolte. Donc le choix par contre, ce qu'on fait, nous, ici, c'est de proposer toujours notre diminution de 5 € sur la taxe socle. On a le choix de répartir, et c'est un choix que vous proposez de rester à 0,62, on a le choix de répartir comment on veut fonctionner en interne à la commune, mais le but c'est qu'on doit payer la facture qui est à payer. Et la facture, elle évolue en effet depuis le début de la législature. Tu dis, on est passé de 0,25 à 0,69, et la facture Atradel, elle a bien augmenté aussi. Donc, et on est obligé de la payer. Et on est obligé de récolter pour la payer. Dans la limite de 95-110, on est d'accord. Mais... Donc ici, le choix qu'on fait, c'est que ces 5 €, c'est 100% de la population qui en bénéficie. J'entends bien que tu dis qu'il y a 67% qui au jour d'aujourd'hui repaient quelque chose en plus de la taxe socle. Ça veut dire qu'il y a 67% de personnes qui produisent plus de déchets que les déchets minimaux dans la taxe socle, avec lesquels arrive à vivre 33% de la population, le complémentaire de 67.
Donc nous, ce qu'on propose, c'est que 100% de la population a moins 5 euros, et ceux qui produisent le plus sur le principe du pollueur-payeur, eh bien, sont eux impactés par l'augmentation mathématique du coût du kilo gris, que l'on passe de 62 à 69, donc de 0,07 euros, 700 au kilo. Voilà, je pense que c'est les éléments que tu as soulevés. Si je peux ajouter quelque chose à ce que tu dis, Christophe. Si je peux ajouter quelque chose aux arguments que Christophe vient de dire, quand on dit qu'il y a 67% de la population qui repaye quelque chose en plus de ce qui est compris dans la taxe socle, parfois c'est 5 euros qui payent. Donc parfois il y a des personnes de la population qui vont payer peut-être 200 ou 300 euros parce qu'ils ont mal trié ou parce qu'il s'est passé quelque chose, mais il y a aussi des personnes qui vont payer 5, 10, 15 ou 20 euros. Ce n'est pas 67% de la population qui va repayer 300 euros sur sa facture. Mais c'est bien ça qu'on dit, c'est un choix politique que vous faites, vous, de diminuer les 5 euros. Donc on est d'accord sur le principe de diminuer les 5 euros. Mais nous autres, entendre ici, alors qu'on dit qu'on est en train d'avoir des difficultés et qu'on a l'urgence sociale à venir, demander de monter de 0,62 à 0,69 pour les kilos gris complémentaires, c'est plus que l'indexation. C'est votre choix. Donc nous autres, on monte un amendement en disant 0,62, c'est déjà très bien, et on fera le point l'année prochaine en sachant que le coût vérité, il n'est pas du tout mis en porte-à-faux par rapport à ce qu'on choisit ici de proposer comme amendement. Donc voilà, la position commune des deux groupes. On va passer au vote alors. Point 3. Amendement. Ah. Non, d'abord le point. Donc, le point 3. pardon. Il faut me déconcentrer. Alors, point 3, taux de couverture du co-vérité. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Alors, point 4, taxe communale. 4.1, donc l'amendement. Donc, qui est pour l'amendement, déposé par les deux groupes? Qui est pour? Qui est contre? Merci. Alors maintenant, le point 4.1, taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, exercice 2024, qui est pour la taxe telle qu'elle est proposée? Qui est contre? Merci. 4.2, taxe communale sur le service minimum de gestion des déchets via des sacs poubelles payants, exercice 2024, qui est pour? Merci. Alors, ce qui nous donne point 5, règlement communal relatif aux primes dans le cadre de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Donc, ouais, voilà. Qui est pour? Merci. Alors, point 6, subvention annuelle, répartition pour 2023 et octroi. Donc, je passe la parole à notre échelle. Donc le point 6.1, donc à l'instar des années précédentes, nous proposons ici de répartir l'enveloppe réservée pour le soutien aux associations qui ont été déclarées par décision du Conseil communal du 30 juin 2022 comme étant d'intérêt général pour les années 2022, 2023 et 2024. Il s'agit d'une répartition identique aux années précédentes. Vous avez des questions? Alors, pour le... Donc on vote sur le point 6A, association d'intérêt général, qui est pour? Oui. Bon, le 6.2. Pour le 6.2, donc ici il s'agit de répartir la seconde enveloppe, celle qui vise le soutien aux autres associations que celle d'intérêt général dont on vient de parler. Il s'agit ici, je dirais, d'une application mathématique du règlement en la matière. Et vous avez d'ailleurs reçu tous le petit tableau qui explique le calcul savant qui a été rédigé pour vous faire la proposition que vous avez dans votre délibération de ce jour. Vous avez des questions? C'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque. On est content de voir qu'il y a de plus en plus des SBL qui sollicitent un subside, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc c'est que l'information commence tout doucement à être bien propagée. Donc c'est bien, il faut que ça continue.
Merci. Alors, pour le point 6, point 2, autre association qui est pour. Merci. Alors, point 7, subside 2023, frais de déplacement. Donc, on passe la parole. Du coup, je vais faire peut-être les points 7.1, 7.2 et 7.3 qui relèvent de la même réflexion. Donc, ça fait plusieurs années que la commune de Bleuny aide les camps Patro de Bleuny, de Mortier, ainsi que les scouts de Barchon dans le cadre des déplacements au camp pour les transports des sacs et du matériel. Mais maintenant, la limite de la flotte des véhicules communaux ainsi que la modification du calendrier scolaire font qu'il n'est plus possible d'assumer ces différents déplacements pour les mouvements de jeunesse. Et comme nous ne souhaitons pas évidemment laisser les mouvements de jeunesse sans ressources, nous vous proposons aujourd'hui d'octroyer à chacun de ces mouvements un subside de 350 € pour les aider au niveau de leur transport. Oui, Jérôme. Eh ben, ça reste une bonne initiative, évidemment, parce que, ayant été au mouvement de jeunesse dans une autre commune que celle-ci, on avait effectivement un camion communal qui était dépêché par l'administration communale, et quand on doit déménager des tentes canadiennes, des tentes militaires, des malles qui sont remplis, qui sont en fait, ça devient compliqué de faire ça évidemment dans une camionnette, dans une remorque. Donc le camion avait évidemment toute son utilité. Donc j'entends effectivement les éléments que vous avancez pour lesquels ce n'est plus possible de faire droit à ces demandes. Donc c'est bien de pallier par autre chose, mais moi je vous invite quand même à réfléchir dans la mesure du possible pour les années futures, à continuer à maintenir une aide, je veux dire, matérielle, logistique, pour pouvoir permettre à ces mouvements de jeunesse de poursuivre leur camp et de ne pas, on parlait tout à l'heure de l'arrangement qu'on doit faire à la 642 pour essayer de trouver quelqu'un pour tout à l'heure des enfants, ici c'est pour le matériel. Donc voilà, ce serait bien évidemment de pouvoir réfléchir à une solution pérenne pour le futur. Mais c'est une bonne initiative qu'on va soutenir. On y réfléchit. Le nouveau camion est annoncé pour quand? Le nouveau camion est là, et donc il est déjà en service, mais c'est pas le problème, c'est le fait que si, donc généralement quand on part c'est toute une journée, parce que bon, ils vont pas tout près non plus, ce qui est logique, bon. Mais donc ça déforce vraiment les équipes. Donc le camion, quand il n'est pas là, donc généralement quand le camion au travail, il y a toujours deux hommes, qui est dans le camion, deux hommes qui, voilà, si on met du thermac, à ce moment-là, il y a toujours deux hommes qui sont avec. Donc ça pénalise quand même nos équipes, quoi. Ça déforce un peu nos équipes. Et c'est vrai qu'avec l'autre camion, c'était plus possible de les assurer. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller dans le sens avec un subside pour qu'ils puissent payer leur transport. Mais c'était possible avant, maintenant ce n'est plus possible. C'est pas que c'est plus possible, c'est que voilà, on réfléchit différemment. Voilà. C'est vrai qu'on avait eu aussi pas mal de personnes qui nous avaient contactés précédemment ici dans les derniers camps, donc vous avez réagi, donc on va évidemment voter pour. Merci. Alors, le 7.1, pas trop de Bleuny qui est pour. 7.2, pas trop de Mortier qui est pour. 7.3, scout de Barchon qui est pour. Merci. Alors, le point 8, subside 2023, précompte immobilier, salle associative. Donc, ici, c'est pour tout. Donc, comme nous l'avons fait les années précédentes, nous souhaitons maintenir l'aide apportée aux associations propriétaires de salles associatives sur la commune en prenant en charge leur précompte immobilier. Vous trouvez ici les propositions concernant les deux salles de Sermy, donc la ligne droite et la jeunesse, et bien évidemment les deux autres qui sont concernées habituellement, à savoir Barchon et Bleuny, vont suivre. Alors le 8.1 qui est pour, 8.2 pour la jeunesse de Sermy qui est pour, environnement, action de prévention, mandat Intradel. Merci. Donc dans le cadre justement on parlait de la facture Intradel tout à l'heure, au-delà du ramassage des déchets, Intradel propose également des actions au bénéfice de la population. Et donc, comme chaque année, il nous propose deux actions que nous vous proposons
auxquelles nous vous proposons de répondre favorablement. Merci. Et donc il y en a une, c'est la lutte contre la fast fashion, dans laquelle il y a une proposition d'ateliers qui sont faits. Et la deuxième action, c'est une campagne de sensibilisation au compostage à domicile. Donc voilà, on vous propose d'accepter ces deux actions qui seront déployées sur le territoire de Bluny. Merci. Alors, pour le point... Une question. Donc, ça veut dire que c'est Atradel qui prend l'initiative de prévenir la population, ou c'est nous autres qui allons avoir une communication précise? C'est une communication à Atradel que nous relayerons. Donc, on va faire ça en tandem. Ok. Merci. Alors, pour le point 9 qui est pour... Point 10. Demande de permis d'urbanisme, modification du tracé de la voirie rue Richassa. Oui, donc c'est un projet d'aménagement d'une maison privée au fond de la rue Richassa. Et afin de créer un accès, les propriétaires du futur bâtiment proposent de céder à la commune une portion du terrain de manière à ce qu'on puisse élargir donc la rue Richassa qui, dans sa portion finale pour l'instant, est un chemin piéton. Donc le chemin piéton va se raccourcir, la rue Richassa va s'allonger un peu pour accéder à cette nouvelle maison qui sera construite. Alors, point 10 qui est pour. Point 11, création d'une voirie conventionnelle, venelle cyclopiétonne liant la rue Pétronille à Bras à la place Sainte-Gertrude. Approbation de la convention. Merci. Donc, il s'agit du projet de création d'une venelle qui reliera le rond-point de la place Sainte-Gertrude, juste ici à côté de l'église, et la rue Pétronie à Bran, qui est dans le nouveau lotissement auquel on accède en voiture depuis la rue de l'Égalité, à pied et en vélo depuis la rue de la Fontaine. Donc l'idée, c'est de vraiment créer pour ce nouveau quartier un accès direct vers la place Sainte-Gertrude. Donc comme deux projets privés sont venus se réaliser dans un immeuble côté place Sainte-Gertrude et sur un terrain avec construction de deux nouveaux immeubles d'appartements côté Pétronie à Bran, nous avons profité pour discuter avec les propriétaires de ces deux projets qui se jouxtent et qui relient finalement les deux espaces publics pour pouvoir y créer un espace dans lequel les piétons et les cyclistes pourront circuler pour relier les espaces. Donc il s'agit donc d'une venelle. La propriété de la venelle restera au privé et il concède le droit de l'utiliser à la commune et donc aux citoyens. Le principe, c'est que l'accès sera limité dans le temps la journée. Donc on propose que ce soit ouvert de mémoire de 7h du matin à 22h. Donc il y aura une barrière côté Sainte-Gertrude qui fermera et une signalisation côté également Pétronie-à-Bran qui annoncera les heures d'ouverture. Et donc la gestion quotidienne en termes de nettoyage, etc., se fait par la commune, puisque c'est nous qui serons l'utilisateur. Et voilà, je pense que c'est l'essentiel de ce qui est défini. C'est repris donc dans une convention. Donc c'est aussi une première sur Bluny. Donc là, je voudrais saluer le travail de notre directrice générale et d'Evelyne Beckers également, qui se sont penchés sur la création de notre première voirie conventionnelle, comme on l'appelle. Donc c'est une voirie qui est créée par convention sur un terrain privé. Donc ce n'est pas une servitude, parce qu'une servitude, ça ne peut pas être limité dans le temps. Donc comme on voulait la fermer, c'est comme une venelle qui jouxte les cours arrière des futurs locataires habitants du nouvel immeuble. Donc on ne va pas non plus avoir des gens qui vont se balader là au milieu de la nuit. Ça paraissait raisonnable d'avoir une limitation dans le temps, donc ça devait passer par une convention et pas par une servitude. Pardon. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, je pose simplement une question parce que c'est une première. Donc, la promenade Nicolas Donnet, c'est quoi alors la convention? C'est pas une convention, ça? Le fait qu'on ait l'assise supérieure pour passer sur les terrains agricoles? C'est une forme de convention, sinon? Je t'avoue que je n'ai pas le dossier particulièrement en tête, mais je ne pense pas en tout cas que c'est une voirie conventionnelle, sinon Ingrid n'aurait pas dit que c'était la première voirie conventionnelle qu'on faisait. Mais donc ça doit être un droit de superficie, à mon avis, quelque chose comme ça, ou un droit de... Je crois que c'était une servitude d'ancienne. C'est une servitude. Ça résulte peut-être du déplacement d'un... C'est plutôt le
principe d'un chemin, comme un peu le chemin vicinal, C'est un chemin, oui, qui reste comme une sur un assiette fond vicinale. privé avec une servitude publique Ok. dessus. Donc c'est un statut de pas limité servitude. dans le temps. La voirie conventionnelle, c'est limité après, de mémoire, je crois que c'est 25, 27, je ne sais plus ce que... Ce sera terminé. Oui, c'est juste, j'ai pas dit dans la durée, la convention est limitée. Ouais, ouais. Merci. Alors, pour le point 11, qui est pour. Point 12, aliénation immobilière communale, rue Basile, désistement de l'acquéreur. Donc c'était les terrains de Basile, donc et donc voilà, l'acquéreur. Ouais, c'est une prise d'acte ici. Et une acceptation. Ouais, voilà. Des questions? Non, ben voilà, nous autres, on avait présenté avec Anne-Marie à l'époque l'envie évidemment d'aménager cette partie-là de propriété communale, puisqu'on avait voté contre cette proposition. Donc voilà, j'espère que la proposition qui avait été faite à cette époque-là pourrait revenir sur la table pour penser justement à la mobilité douce, puisque je vois qu'on fait une convention avec une venelle. Ben, on pourrait en effet envisager d'avoir une possibilité de relier la rue Basile au centre de Blény d'une autre manière. Voilà, merci. Ok, alors, qui est pour le retrait de l'offre? Alors, point 13, octroi d'un droit d'amphithéose, bâtiment et terrain destiné à l'aménagement d'une future crèche. Marchand, décision. Oui, ben, avant qu'on... 30 secondes, Jean. Oui, Je sais pas si... Donc ici, cette proposition de délibération fait évidemment suite à la décision du Conseil communal du 31 août 2023 dernier qui portait sur l'octroi d'un droit d'amphithéose en vue de l'aménagement d'une crèche à Barchon. Nous avons reçu l'offre d'un candidat qui satisfait aux conditions demandées par le Conseil communal, à savoir notamment l'ouverture d'une crèche de 28 lits pour le 30 juin 2024. Nous vous proposons ici dans la délibération de marquer l'accord du Conseil sur cette attribution. Oui, j'avoue. Oui, ben, moi justement, avant qu'on rentre peut-être dans les débats sur ce point, je voulais suggérer le report de ce point, puisque nous avons appris qu'un recours avait été introduit contre la décision du Conseil communal, justement, sur lequel s'appuie ce point-ci. Et donc nous estimons, même si le recours n'est pas suspensif, qu'il est peut-être plus prudent d'attendre la décision du ministre avant de décider d'aller plus loin et de poser un nouvel acte dans le cadre de ce dossier. D'abord, je demande le report, et puis si vous ne voulez pas le report, on pourra discuter, mais je demande d'abord le report avant de rentrer dans le débat. On ne souhaite pas le report. Oui. Alors, qui est pour la proposition qui est pour la proposition des deux groupes pour le report? Qui est contre? Ok. Donc du coup, j'ai une question, parce que j'ai été relativement surpris que la personne, la SBL qui a rendu l'offre, a mentionné le terrain. Alors la question que je me posais, c'était est-ce que le terrain qui est visé dans l'offre, et qui ne fait pas l'objet évidemment de cette décision-ci, nous sommes bien d'accord, mais est-ce que c'est le terrain que le bourgmestre avait évoqué lors du conseil communal du mois de juin, si ma mémoire me sert, puisque souvenez-vous que j'avais posé la question de savoir au niveau du parking qui était aménagé et des places qui étaient dévolues à la crèche, j'avais posé la question de savoir où les membres du personnel allaient se parquer, et le bourgmestre m'avait alors répondu qu'il y avait un terrain communal qui serait mis à disposition, qui allait être aménagé. Donc la question que je pose, c'était de savoir si c'était bien ce terrain-là qui était visé par les déclarations du bourgmestre au mois de juin, première question. Deuxième question, si c'est bien ce terrain-là
quelle va être la procédure alors, puisque comme il n'est pas visé par la présente procédure, quelle est la marche à suivre? Et troisième point, qui va aménager ce terrain en potentiellement parking ou autre, et aux frais de qui? Donc effectivement, il y a un terrain qui est jouxtant pour faire une partie extérieure pour la proposition de crèche. Après, concernant les aménagements de voirie, etc., ça viendra par après. Et la procédure sera suivie, celle qui devrait être appliquée sera mise en place, quoi. C'est un aménagement de voirie. Alors, pardon, Serge. On ne parle pas de la voirie ici, on parle de terrain. C'est sur le nord. Le terrain, c'est 682 mètres carrés. Donc on parle de l'aménagement du terrain, nous autres. Oui. Donc là, on ne sait pas qui fait quoi. Si, on sait qui fait quoi pour la partie qui fait partie de l'amphithéose, raison pour laquelle on a soumis ce point, et nous statuons dans le cadre de ce point sur ce terrain. C'est tout. Et sur les 682 mètres, on ne statue pas, on est bien d'accord, ça je n'ai jamais dit le contraire, mais donc là on ne sait pas ce que vous avez décidé par rapport à cet aménagement ou la procédure d'attribution. Chaque chose en son temps. Juste avant de passer au vote, si tu me permets, Ismaël, Oui, je vais juste réinsister sur un point, c'est ce que nous avons expliqué au dernier conseil communal. Nous sommes évidemment favorables au projet de la création d'une crèche à cet emplacement-là, mais pour tous les débats que nous avons eus, et ce que je ne vais pas redire ici, nous faisons le choix de nous abstenir. D'accord? Donc ce n'est pas un vote contre le projet, mais on s'abstient. On l'entend, ok. Alors, le point 13, alors 3. Et donc, qui est pour le point 13? Qui s'abstient? Alors, point 14, enseignement communal, organisation du capital période. Donc, ça, c'est l'information. Qui est pour? Merci. Alors, point 15, enseignement, commission paritaire locale, règlement d'ordre intérieur, modification. Donc, c'est des modifications qui ont été apportées. Donc, par rapport à une demande du syndicat, donc c'est les modifications qui sont dans la délibée. Ah oui, c'est pour faire des réunions par team. Il est mentionné au huis clos, je suppose que c'est une erreur. Oui, j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais on peut le redire en public. On fait des erreurs. C'était pas but. Alors, pour le point 15, qui est pour? Point 16, enseignement, règlement des études des écoles communales de Bleny, approbation. Qui est pour? Alors, comité, point 17, comité de concertation commune CPS, membre de la délégation du conseil communal, remplacement. Donc c'est le remplacement. Ah ouais, c'est pas plus peut-être. Donc les avec le remis. C'est 2017.
Alors, Unanimité. Alors, poète 18 foyers de la région de Fléron, délégué de la commune aux assemblées générales. Remplacement. C'est donc Nicole Kounen qui est présentée à la place d'Anne-Marie. Laisse du travail. Oui, mais c'est vrai que j'étais un viageur. Je dis, j'ai fait quelque chose. Ah ouais. Donc 18 pour et une contre. Alors, pour 19, néo-mention déléguée de la commune aux assemblées générales, remplacement. Donc c'est le remplacement d'Anne-Marie par Nicole Kounen.
Oui. Unanimité. Unanimité. Alors, point V, service promotion initiative SCRL, délégué de la commune aux assemblées générales au remplacement. Donc, c'est le remplacement d'Anne-Marie par Nicole Kounen. Remplir l'agenda. À chaque fois, ça prend 10 secondes pour regarder le jeu. J'essaie d'en prendre un peu plus. Hein. Un peu trop. Beaucoup. Oui. Unanimité. Alors, point 21, compagnie intercommunale liégeoise des eaux, assemblée générale ordinaire et extraordinaire, approbation des points portés à l'ordre du jour. Donc, c'est ce que vous avez demandé. Donc, l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 21 décembre 2023. Donc, qui porte. Hein, donc, alors, approuver l'assemblée générale ordinaire. Point 1, le point 1 de l'ordre du jour, à savoir le plan stratégique 2020-2022. Troisième évaluation, approbation. Qui est pour? Point 2, le point 2 de l'ordre du jour, à savoir ajustement budgétaire 2024. Approbation. Qui est pour?
Le point 3 de l'ordre du jour, à savoir cooptation de délégués du personnel, approbation, qui est pour. Le point 4 de l'ordre du jour, à savoir lecture du procès verbal, approbation, qui est pour. Alors, article 2, approuver l'Assemblée générale extraordinaire. Le point 1 de l'ordre du jour, à savoir modification de l'objet de la société, rapport spécial du conseil d'administration sur la modification de l'objet, de la finalité des valeurs de la société en application de l'article 6, du Code des sociétés et des associations, approbation, qui est pour. Le point 2 de l'ordre du jour, à savoir modification des statuts mis en concordance avec les dispositions du Code des sociétés et des associations et adaptations diverses, approbation, qui est pour. Le point 3 de l'ordre du jour, à savoir lecture du procès verbal, approbation, qui est pour. Alors, le point 20. IMIO, Assemblée Générale Ordinaire. Ah, pardon, point 22. Je m'y plaisais. Point 22. IMIO, Assemblée Générale Ordinaire, approbation des points portés à l'ordre du jour. Donc, le point 1 de l'ordre du jour, à savoir présentation du plan stratégique 2024-2026, qui est pour. Le point 2 de l'ordre du jour, à savoir présentation et approbation du budget et de la grille tarifaire 2024, qui est pour. Ceci clôture l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions d'actualité? J'avais deux questions. Oui. La première concerne le dossier du CREF. Au niveau de la commune, pouvons-nous avoir un compte rendu de ce qui a été discuté ici au mois d'octobre à la réunion du conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, je ne sais pas, et qui est allé pour nous présenter, et quel est le devenir du CREF. Okay. Et la deuxième concerne le Benibus. Au niveau du CPS, j'ai eu des personnes qui m'ont interpellé par rapport à l'utilisation du Benibus qui est pour l'instant impossible. C'est la lampe. C'est sans fil. Il y a quelque chose d'autre, ça. Un insecte, on va dire. Un insecte dedans. Ça fait peu barbecue. Oui, ça. Oui, donc voir si par rapport à Madame la Présidente peut nous expliquer comment ça fonctionne éventuellement dans le cas présent, puisque j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que les délais étaient plus longs ou il n'était pas possible pour l'instant d'utiliser, mais je suppose que c'est temporaire en attendant le nouveau. On peut éteindre la lumière. On peut continuer. Attention que les blocs ne basculent. Quel athlète. Voilà. Alors, pour le CREF, c'est moi qui étais au CA. Donc là-bas, il y a différentes questions qui ont été relevées lors du CA. C'était plus aussi pour pouvoir faire l'assemblée, donc pour pouvoir faire approuver les comptes 2022. Et donc plusieurs questions ont été posées par différents intervenants. Il n'y a pas eu de prise de décision. Donc voilà, il fallait vraiment faire passer les comptes et d'autres réunions, sur base des questions qui ont été posées, une réunion va être reconvoquée. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si c'est ce qui s'est dit, voilà. Donc, voilà.
D'ailleurs, je passe la parole au président du CPS. En ce qui concerne le Blunibus, donc le Blunibus ne fonctionne pas pour le moment, mais en toute transparence, ça a été dit au Conseil d'action sociale sans aucun souci, puisqu'il y a eu une panne technique au niveau du véhicule en tant que tel, mais nous avons un second véhicule avec lequel nous assurons toutes les courses actuellement. Ce véhicule n'est pas dédicacé au Blunibus habituellement, mais pour le moment, on l'utilise pour ce faire. Alors maintenant, on a des demandes et donc on essaye d'assurer les demandes du mieux qu'on peut, bien évidemment. Voilà. Il est déjà au niveau du nouveau véhicule, on sait quand on le recevra ou pas? Ah ben non, parce qu'on vient juste de lancer le marché. Oui, donc ça, voilà, vous le savez bien, il faut un peu de temps dans ce genre de choses. Donc voilà, ça, nous, on n'était pas... Enfin, c'était pas prévu que le Blunibus soit à l'arrêt parce que cassé, on va dire ça comme ça. Il y avait une panne, on a voulu faire réparer la panne, et en démontant, la panne était bien plus importante que prévu, parce qu'il y a d'autres pièces qui ont lâché, c'est les choses qui arrivent, donc on doit acheter un nouveau véhicule. Tout ça a été bien prévu de toute façon, et on a lancé le marché, maintenant il faut voir. Je ne saurais pas donner des délais, ça c'est pas possible. Ok, merci. Oui, Jérôme. Oui, moi j'avais une question, mais je suppose que c'est Julie en sa charge du développement économique qui va répondre à la question. Donc j'ai appris qu'un commerçant qui a pignon sur rue à Sèvres et qui d'ailleurs du reste est fort apprécié de la population est... Comment? Donc ce commerçant est victime, en devant quitter prochainement son lieu d'activité dans les circonstances que l'on sait, de la gestion hasardeuse, je vais l'appeler comme ça, de l'agence locale pour l'emploi, puisque nous l'avons décrié à maintes reprises et dénoncé à maintes reprises dans ce conseil. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne désignons plus de représentants au sein du conseil d'administration, mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. Moi, l'objet de mon intervention, c'est que je souhaiterais savoir concrètement, pour ce commerçant, qu'est-ce que vous allez faire, majorité socialiste, pour venir en aide à ce commerçant, afin qu'il puisse maintenir son activité, qui est, je l'ai dit, fortement appréciée, et qui crée de la vie au sein de notre village. Donc effectivement, on va pas citer le commerce ici, parce que ça ne relève pas du conseil communal, mais on voit très bien de qui tu veux parler. Ce commerçant-là a été consulté, et d'ailleurs prioritairement avant toute autre personne, pour son bâtiment. Il y a eu un échange et une collaboration au niveau des prix par rapport au prix d'achat du bâtiment, parce que cette personne était intéressée d'acheter ce bâtiment-là. Finalement, donc, un prix avait été convenu. Cette personne devait se renseigner auprès de la banque pour voir si c'était possible. Elle est revenue en demandant, voilà, moi, le prix que je peux mettre, est-ce que vous êtes d'accord? L'agence locale pour l'emploi a carrément dit ok, on va convoquer un conseil d'administration, et c'est le conseil d'administration qui décidera, certainement pas le directeur de l'agence locale. Mais le jour d'après, on a reçu un mail. D'ailleurs, si vous avez des représentants à la LEM, vous serez au courant, parce que tout ça est passé en CA, bien évidemment. Un mail de ce commerçant qui disait qu'il n'était plus du tout intéressé, que la personne revoyait sa carrière professionnelle, et étant donné les circonstances économiques et les circonstances actuelles, énergie, inflation et tout ce qu'on veut bien comprendre, n'était plus du tout intéressé par l'achat du bâtiment. Donc on n'a même pas eu le temps de convoquer un conseil d'administration, que la personne n'était plus d'accord, enfin ne souhaitait plus en tout cas acheter le bâtiment. De là, l'agence locale pour l'emploi l'a contacté directement par téléphone pour voir s'il était possible de faire quelque chose, voir s'il y avait une discussion possible, et la personne a refusé catégoriquement en disant ma décision est prise, je ne veux pas aller plus loin. Voilà ce que l'agence locale a fait, malgré le fait que vous serez au courant si vous aviez des représentants comme je vous l'ai dit. Oui, moi évidemment, c'est pas le son de cloche que j'ai. C'est dommage parce que c'est la même personne, et c'est la personne j'y étais, donc le son de cloche. Oui, mais voilà, moi j'ai des échanges de mails sous les yeux, et elle n'a pas dit qu'elle doit envisager une réorientation professionnelle, loin de là. C'est que le prix qui a été demandé par l'agence locale pour l'emploi était bien au-delà des expertises qu'elle avait fait du bâtiment, et que les banques ne prêtent pas au-delà des valeurs de l'expertise. Donc voilà, c'est ça le fond du problème. Mais c'était pas le fond de ma question. Moi, le fond de ma question, ça, c'est parce que tu réponds, je sais pas si c'est difficile, à une peu casquette à aider
Et je fais, mais c'est pas la question que je pose, la question c'est, aujourd'hui c'est une situation de fait, la vente ne va pas se faire à ce commerçant-là, mais ce commerçant-là aimerait bien pouvoir quand même continuer son activité qu'il a peiné quand même à essayer de maintenir, à construire et à maintenir pendant le Covid aussi, faut-il le rappeler. Comme tout commerçant. Comme tout commerçant. Il est bien implanté et il va devoir certainement peut-être se délocaliser en dehors de la commune. Je pense que ce n'est pas, pour le développement économique du village, ce n'est pas la meilleure solution. Donc moi, l'ALD, ce qui se passe à l'ALD, voilà, on sait ce qu'on en pense, on ne va pas revenir là-dessus. Mais concrètement, c'est qu'est-ce que vous avez vous pu faire, quels sont les moyens que vous avez en tant que majorité socialiste, puisque c'est vous qui avez la gestion, hein, il n'y a que vous malheureusement qui avez la pleine gestion de ce dossier-là, tant au niveau de l'ALD, puisque c'est vous qui gérez l'ALD, qu'au niveau politique, puisque c'est vous qui avez la majorité absolue. Donc il n'y a que vous qui pouvez apporter des solutions, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider? Alors encore une fois, ce n'est pas que les socialistes qui dirigent l'ALD, mais on est tout parti représenté, mais ça c'est un autre débat, donc on ne va pas parler de ça, on en a déjà assez parlé. Deuxièmement, il a été discuté également avec le commerçant de savoir si un local communal pouvait l'intéresser pour une location, et elle n'a pas souhaité marquer son intérêt. Notamment sur la caserne, c'est-à-dire en face, plus ou moins, de son commerce. Il faut voir le local, il faut qu'il soit adapté aussi, évidemment. Ça, on n'a pas des locaux adaptés à chaque commerce, malheureusement, parce qu'il n'y a pas eu que ce commerçant qui a été en difficulté les derniers moments. Mais pas une solution. Je ne vais pas dire que c'est la solution idéale et que c'est le paradis pour un commerçant. Mais en tout cas, des pistes et des discussions ont été ouvertes pour arriver à quelque chose, ou pour arriver en tout cas à solutionner et apaiser ce commerçant. Ça n'avait pas l'air de la tenter, en tout cas, de tenter l'expérience. Mais la discussion a bien été là, ça je peux te rassurer, et on a essayé plusieurs pistes, notamment pour le prix. Il n'y a que cette commerçante-là qui a été contactée pour le bâtiment. Voilà. Bon, pour finir, elle s'est retirée. Oui, c'est retiré pour les raisons que j'expliquais. Mais voilà, j'entends ce que tu nous expliques par rapport à ça. Moi, j'espère vraiment du fond du cœur qu'une solution va quand même être trouvée, parce que ça crée vraiment de la vie sur le village, sincèrement. Et si ce commerce-là s'en va, voilà, ce sera dommage, parce que ça va, encore une fois, un commerce qui meurt, c'est jamais très agréable pour tout le monde. Je pense, Jérôme, que tu fais partie également de Benimou, c'est-à-dire donc de la SBL qui s'occupe du développement économique sur la commune. Tu fais partie de l'Assemblée Générale, donc là, tu ne peux pas le nier. Et je pense qu'à Benimou, les discussions vont toutes dans ce sens-là, que ce soit pour tous les commerçants. On est tous d'accord que les commerces font vivre la commune et sont évidemment bien utiles pour la population. Donc si une solution peut être trouvée, si des discussions peuvent être mises en place, etc., c'est évidemment l'essence même de la commune, mais également de Benimou. À l'impossible, nul n'est tenu. À un moment donné, on ne peut pas obliger cette personne à se mettre dans un tel local ou à exercer sa profession d'une telle manière. La personne peut encore choisir comment elle veut professer. Bien évidemment, et j'espère vraiment que la discussion va se poursuivre pour essayer de trouver une solution heureuse à cette difficulté. Merci. Merci à toi. Et je veux dire qu'au passage, on abandonne les indépendants, on ne laisse jamais personne sur le bord du chemin, dans la mesure du possible qu'on peut aider quelqu'un. Voilà. Alors, plus d'autres questions? Bon, ben, ceci clôture notre séance publique. Donc je remercie toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée.